up arrive in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Je me rappelle avoir été hyper marqué par l'image d'Indiana Jones. En fait, que j'avais dû voir, alors je sais pas du tout quel âge j'avais, ça le problème, et mes parents peuvent jamais me dire, mais j'avais été chez un copain et il avait dû enregistrer Indiana Jones sur Canal, je pense à l'époque, et on avait regardé ça même 2 fois de suite avec la VHS. Il avait une VHS ou enfin un magnétoscope à l'époque, et ça c'est cette image d'Harrison Ford au tout début m'avait beaucoup marqué. Bon, il y en avait sûrement des précédentes extra cinématographiques, mais celle-là enfin, quand je veux dater mon rapport au cinéma, ça serait vraiment ça, la rencontre avec ce film. On parle bien des Aventuriers de l'Arche perdue. Voilà. Ouais. D'accord, ok. Et entre donc, et donc tu me disais que tu ne savais pas quel âge tu avais, on va dire peut-être dans l'enfance, l'adolescence. Et est-ce qu'il y J'étais a eu, enfant. Hein. tu étais enfant. Ouais, Est-ce qu'il y a, ouais. d'ailleurs, comment tu es tombé là-dessus sur ce film? C'est ton pote qui te l'a montré Ben, ou je tu sais en pas avais entendu exactement. parler? Non, je pense que j'étais assez jeune. Ça se trouve, j'avais 9 ans ou quelque chose comme ça, ou 8 ans, et je pense que c'est à peu près dans ces eaux-là. Donc tu vois, je me rappelle pas vraiment si le pote en question m'a dit ah j'ai vu un super film, je sais pas quoi. Non, je pense qu'il avait enregistré ça et puis on l'a regardé tous les deux chez ses parents et c'est un souvenir assez dingue parce qu'on l'avait regardé 2 fois de suite. Quand le film s'est arrêté, on a rembobiné, on l'a remis quoi, et ça nous avait complètement foutu par terre quoi. Et à partir de là, ça t'a intéressé davantage de voir des films, que ça soit au cinéma Je, ou je, pas? je sais pas si ça datait de là. Après, je pense que je regardais quand même quelques films. Mes parents sont un peu cinéphiles, donc c'est vrai qu'il y avait une sorte de valorisation de tout un vieux cinéma. Et mon père me montrait voilà, des films comme La Nuit du Chasseur ou des choses comme ça. Après, je j'ai pas le souvenir avant vraiment l'adolescence ou vers 13 ans d'avoir un rapport vraiment à me dire ah oui mais en fait ça m'intéresse vraiment. Et je pense que je date le moment où je me suis dit tiens, où je vais rentrer en cinéphilie, au moment où j'ai assorti le visionnage de films de la lecture en fait. Et c'est commencé par Première en fait. Hein, et je me rappelle même du premier numéro de Première que j'ai acheté. Et je me rappelle où j'étais. J'étais en Corse en vacances avec mes parents. Et puis j'avais acheté un numéro de Première. Et c'était, enfin, je date à peu près ouais, à ce moment-là, le moment où après j'ai plus jamais arrêté d'acheter des revues de cinéma, en sachant qu'avant bah, j'achetais des revues, j'étais toujours assez fan de revues, mais c'était Pif Gadget ou Picsou quoi évidemment. Ouais. Et là en fait bah, du coup c'était, j'ai commencé à acheter Première et pour lire Première régulièrement jusqu'à bah, passer les catégories au-dessus, les cahiers du cinéma au positif, mais vers 16 ans ou 17 ans. Quoi. Et donc, en fait, les premiers véritables passeurs dans ta vie de cinéphile, c'était la critique de cinéma. Ouais, je pense que ça a été sûrement mes parents d'abord, qui étaient relativement milieu, enfin, en tout cas cultivés quoi. Donc il y avait une sorte, on regardait pas les films, ils arrivaient pas tout nus sur nos écrans de télévision quoi. Ils étaient contextualisés par nos parents par mes parents qui étaient relativement cultivés. Donc il y avait ça, c'est les premiers passeurs, ça reste les parents. Mais après, oui, ça a été très important le rôle de passeur par la presse et Première, qui est un magazine que d'ailleurs je peux toujours relire de temps en temps. Je trouve qu'ils font du plutôt bon boulot en termes de journaliste de cinéma, pas vraiment en tant que critique, c'est pas ça qu'on va chercher dans Première, mais je pense qu'en journaliste de cinéma ils sont plutôt bons et toujours et mais même à cette époque-là, le rapport à la critique, je repérais en fait les noms de différents critiques qui pouvaient plus m'intéresser que d'autres, où je me disais tiens celui-là il a peut-être mis le doigt sur quelque chose que je ressentais. Ou moi me dis toujours la critique c'est quelqu'un qui arrive à formuler quelque chose qu'on pensait déjà mais qu'on n'arrivait pas nous-mêmes sur lequel nous-mêmes on n'arrivait pas à mettre des mots dessus quoi. Et c'est un peu ça mon premier rapport à la critique, c'est que d'un coup on ressent des choses dans des films, on fait mais on a l'esprit suffisamment embrumé pour pas réussir à le conceptualiser. D'un coup on lit une critique et tout s'éclaire quoi. Quelles étaient les critiques dont très souvent tu revenais vers eux pour lire leur papier ou tu attendais même leur avis?
Bah après c'est très vieux. Alors tu vois, j'ai pas remis les nez dedans depuis très longtemps parce que ça c'était, je te parle de ça, j'avais sûrement ouais, 13 ans et moi je rappelle que je crois que j'avais des noms comme Gilles Verdiani ou même Christine Haas, je crois, je sais pas pourquoi, qui me branchaient. Mais alors là, après il y a eu d'autres critiques qui m'ont beaucoup plus marqué si tu veux dans toute mon adolescence et puis même jeune adulte. Mais je sais que ces deux noms-là m'avaient marqué parce que quand je lisais leur papier dans Première, bah ça me parlait vraiment quoi. Et quand tu disais il y a 3 minutes qu'après première, tu as commencé à lire quelque chose qui était au-dessus. Donc Mm. là, tu as nommé les cahiers du cinéma et Positif, deux entités historiques très fortes Mm. dans le milieu de la critique d'art, même au monde, dans le monde. Hein, je parle surtout Ouais. pour les cahiers du cinéma. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie de cinéphile, et peut-être plutôt dans l'adolescence, jeune adulte, quelque chose comme ça, où à un moment tu t'es retourné pour voir un peu ce qui avait été écrit sur le cinéma, mais pas forcément des gens, pas forcément des contemporains. Ouais, enfin, dans mon adolescence, je sais que j'avais eu à acheter les 50 ans de cinéma américain là, de Jean-Pierre Coursedon et Bertrand Tavernier, où c'est plus une monographie, enfin dictionnaire monographique sur l'histoire du cinéma américain que vraiment de la critique à proprement parler, mais on reste quand même aussi dans une sorte d'analyse critique principalement. Et ça m'avait marqué. Mais c'était bon, on est dans une sorte de rapport à c'était des historiens quelque part quoi. Je suis pas allé voir si j'achetais des vieux numéros de revues dans les braderies et tout ça et donc je pouvais lire des vieilles plumes mais j'avais pas j'ai mis longtemps à rencontrer des grandes plumes de la critique genre type Serge Danet ou même des américains type Pauline Kael ça il a fallu je fasse des études de cinéma pour commencer à m'intéresser à ces noms-là. C'est pas eux qui m'ont vraiment qui ont fait office de passeur dans mon rapport au cinéma. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment pour que parce que l'émission que vous faites, Le cinéma est mort, c'est quand même une émission, et d'ailleurs vous le précisez dans la description, et très souvent vous en parlez même dans vos différentes émissions, vous êtes, en plus d'être des passeurs, il y a aussi un véritable exercice critique. Elle est orale cette fois-ci, mais elle est là. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment tu t'es dit, j'aimerais bien non pas forcément être derrière une caméra ou devant une caméra, mais plutôt être à côté et parler des films qui m'ont regardé. Ouais. En fait, j'ai l'impression presque dès le début, quoi. Et moi, quand j'ai fait des études, comment je me suis lancé dans des études de cinéma et jamais dans l'optique de faire de la mise en scène ou faire du scénario ou d'exercer quelques fonctions dans la création d'un film. Moi, je suis clairement rentré en études de cinéma parce que c'était ma passion et parce que je voulais faire de la critique de cinéma ou en tout cas, même si je me le formulais pas ainsi, en tout cas, moi, ce qui m'intéressait, c'était parler de cinéma et c'était d'exercer cette fonction de passeur, en fait. C'était ce qui m'intéressait le plus. Je me le formulais pas ainsi, mais en tout cas, moi, c'était parler de cinéma que je préférais et en tout cas, écrire sur le cinéma me paraissait c'était ma vocation. Au final, j'ai écrit sur le cinéma, mais finalement assez peu. Parce que voilà, j'ai eu moi pareil que toi, je suis passé par le fanzina créé à l'université avec des copains et c'était une superbe aventure. Mais au final, on voit bien que moi, j'ai jamais trop voulu aller monter à Paris pour essayer de vivre de ça, de la critique de cinéma. Donc je voyais bien que ça allait être compliqué de vivre de ça. Et donc j'écrivais de temps en temps bénévolement sur quelques sites internet. Et à un moment, il y a eu cette proposition de la radio Canal B, qui est une radio associative rennaise, qui est vraiment sur le mode des radios libres, enfin qui est une descendante des radios libres, et pas du tout une radio universitaire, qui a toujours eu un peu historiquement une émission de cinéma. Et là, l'équipe qui tenait l'émission de cinéma souhaitait arrêter et m'ont appelé moi et un autre camarade pour reprendre cette émission. Et bon, j'ai réfléchi un peu, je me suis dit, bon,
moi je suis relativement, j'étais encore plus timide. Bon, je suis moins timide, mais je me considérais comme plus relativement timide avant. Je me disais, oh, la radio, mais ça va pas du tout. C'est pas du tout pour moi. Moi, j'ai besoin d'être dans ma petite tour d'ivoire devant mon ordinateur, mais à parler, ça va pas le faire. Et puis finalement, ça a été, on n'a pas arrêté depuis 15 ans, quoi. Moi, je suis allé chercher autour de mes copains une autre personne, donc Étienne Cadoret, qui fait l'émission avec moi, et on a fait cette émission à trois pendant une année. Et après, la troisième personne s'en est allée. On a continué avec Étienne et une autre camarade, et pour finalement qu'elle s'en aille aussi, et on a continué tous les deux. Et c'est vrai que cette activité, maintenant, toute mon activité critique, j'ai envie de dire, ouais, c'est la radio. Ouais. C'est la radio. Et une question très, très très simple, très basique, mais c'est quoi une bonne émission, non pas de cinéma, mais sur le cinéma? Maintenant que tu as plus de 20 ans d'expérience, c'est quoi une bonne émission de cinéma? Écoute, moi je suis très auditeur aussi d'émissions sur le cinéma. J'en écoute toujours beaucoup, et quand je parlais aussi du rapport à la critique, moi ma découverte avec Le Masque et la Plume par exemple, ça a été important aussi. Je me rappelle même que je les enregistrais sur des cassettes audio. J'en suis un peu revenu d'ailleurs, parce que justement c'est vrai que c'est une émission qui pour le coup me paraît pas être une très bonne émission sur le cinéma. Mais moi pardon de t'interrompre, hein, mais ça m'intéresserait d'avoir ton avis. Pourquoi? Moi, je peux l'écouter de temps en temps parce que ça me fait marrer, mais c'est vrai que la dimension spectaculaire prend beaucoup plus le dessus sur le propos sur le cinéma. Enfin, le côté joute verbal. Enfin, on sait très bien que Le Masque et la Plume, c'est basé là-dessus, hein, sur les duels entre Bory et je sais plus quoi. Enfin, il y avait vraiment, ouais, Charançon, ou je sais plus quoi. Charançon. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, on est sur une sorte de querelle de bons mots. On sent bien que le spectacle prend le dessus sur le vrai débat d'idées. Et moi, de toute façon, j'ai toujours par provocation, je dis souvent que le débat dans une émission, ça sert à rien en général. C'est juste que deux personnes qui vont camper sur leur position, et au final, on va arriver dans de la rhétorique pure et dure, c'est plutôt intéressant. Nous, avec Étienne, finalement, on est rarement pas d'accord. Et je me dis, c'est pas plus mal. Ça permet d'aller au fond d'une idée. Et moi, pour moi, une bonne émission sur le cinéma, ou un bon podcast sur le cinéma, ouais, c'est en tout cas de donner le temps au développement d'une idée. Même si, effectivement, cette dimension un petit peu show, ce spectacle, est importante. Mais elle est dangereuse dans le sens où, voilà, on peut très bien arriver à être une sorte de coquille vide un peu brillante, quoi. Quand je vous ai écouté pour la première fois, je ne vivais pas en France. Je vivais dans un autre pays. Et bien évidemment, dans ce pays où il n'y avait pas une forte industrie, il était très difficile de se procurer et les DVD et les livres que vous que vous développiez dans vos émissions diverses. Mais et ça, c'est ça qui, pour moi, fait encore la force de votre émission, c'est qu'il y avait vous aviez une manière de questionner le cinéma, comme si vous me tutoyiez moi, comme si j'avais cette impression d'être dans la même pièce que vous et que vous me tutoyiez. Cette façon comme ça de parler de cinéma, de partager cet amour indéfectible pour le cinéma, est-ce que c'était quelque chose sur lequel vous aviez assez travaillé avec Étienne, ou c'était inné? C'était un truc qui s'est installé parce que c'est pas plaisir, ouais. C'est pas si facile que ça de parler. Enfin, c'est en fait tout ça pour te dire que même si je ne suis pas dans le pays où vous travaillez, il y avait quand même quelque chose qui m'intéressait et qui faisait que je ne ratais pas une seule émission. Mais ça me fait plaisir, hein, ce que tu dis, c'est sûr. Mais après, je pense que oui, c'est important, et c'est là où peut-être nous on l'a jamais pensé, en fait, ce truc-là. On l'a jamais pensé. On a abordé un peu le truc de façon j'ai envie de dire un peu punk, même si c'est un peu prétentieux, mais en fait c'est vraiment le truc d'arriver. Je me rappelle très bien que par exemple à Canal B, quand on a commencé l'émission, il y avait le directeur de programme de l'époque qui nous disait à la fin, mais vous parlez beaucoup trop, normalement c'est au moins 3 pauses musicales, là c'est au moins 4 pauses musicales, là il y en a que 2, ça va pas du tout, il faut plus rubriquer. Et nous on se dit, mais non, en fait nous ce qu'on veut, c'est parler, c'est introduire une sorte de vraiment une mode on est entre copains, on n'oublie jamais qu'il y a un auditeur, mais par contre il faut conserver, moi il n'y a rien qui m'énerve plus souvent dans les émissions, voilà, d'un coup il y a quelqu'un qui lit un papier.
Je sais que même sur France Culture, on peut entendre des choses comme ça. D'un coup, quelqu'un va lire une chronique, et ça, je me dis, mais c'est pas de la radio. C'est juste un succès d'année de littérature et de critique de cinéma papier. Moi, je suis toujours attaché au fait que chaque média a ses spécificités propres, et je me dis, dans la radio, voilà, l'oralité compte et ne doit pas passer par un rapport à l'écrit trop direct, du style lire quelque chose et tout. Donc je me suis dit, avec Étienne, on peut avoir des tempéraments relativement différents. Moi, je suis dans un rapport plus analytique des fois. Étienne va avoir un rapport beaucoup plus viscéral aux choses. Et du coup, de cette rencontre-là, ça va faire l'étincelle qu'on ne va pas arriver dans une monotonie. Et on essaye en tout cas de ne pas d'instaurer un climat de fête, mais un climat de fête où on a l'impression que l'auditeur il a été invité, parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de pire. Le danger, ça serait de donner l'impression d'être à une sorte de fête où on n'a pas été invité, quoi, quand on écoute notre émission. Et pendant ces 15 années, vous avez travaillé. Est-ce que il y a eu des moments où vous sentiez que l'émission vous la perdiez? Je sais pas comment vous. En fait, ouais. Oui. Voilà, c'est ça. Ouais, en fait, pendant 15 ans, il se passe pas mal de choses. Ouais. Enfin, il y a eu. La première crise qu'on a eue, clairement, c'est 3 ans après. Enfin, on devait être en. Moi, après, si tu connais notre émission, tu sais qu'on est relativement assez. Pas très fan du cinéma depuis 10 ans, du cinéma contemporain depuis 10 ans. Oui, en tout cas, on n'y trouve pas trop notre compte. Et c'est vrai qu'à un moment, quand on a appelé l'émission Le cinéma est mort, c'était une boutade quelque part. C'était une boutade parce que l'émission de cinéma qu'on reprenait, elle s'appelait Popcorn. On s'est dit qu'est-ce qu'on peut prendre sur l'autre extrême du spectre. Voilà, on a Popcorn, le cinéma comme divertissement. Nous, on va prendre cette idée un peu godardienne ou à la Danet de la mort du cinéma et de porter le cinéma comme quelque chose d'absolument essentiel, presque. Voilà, cette grande du cinéma en tant que religion quasiment. Et c'est vrai que au fil de 2012, 2013, 2014, enfin, je crois que c'était plutôt 2012-2013, il me semble, on ne faisait que de dire du mal des films. Et on se fatiguait nous-mêmes, en fait. On disait du mal et du cinéma, un peu pas dans tout le spectre, mais dans tout notre spectre. C'est-à-dire que nous, on peut être aussi fan d'un cinéma d'auteur français que du cinéma de blockbuster américain. Et ni l'un ni l'autre ne nous convenait. On trouvait qu'il y avait beaucoup c'était des périodes très creuses et qu'il y avait beaucoup d'emballements critiques qui nous paraissaient complètement vains. Et on faisait que de dire du mal des films. Et au final, on se fatiguait nous-mêmes. Souvent, c'était des mêmes arguments qui revenaient. On se disait, notre propos est trop raccord avec le titre de notre émission. Là, on est en train vraiment de finir des vieux cons, et c'est pour ça qu'on s'est plus dirigé, beaucoup plus vers l'actualité éditoriale des éditeurs DVD et Blu-ray et des éditeurs littéraires. Donc c'est là où on a commencé aussi à contacter les différentes boîtes d'édition pour recevoir des services de presse et finalement parler avec enthousiasme de cinéma. Parce que voilà, c'était quand même ça qui nous fait vibrer, c'est quand même de défendre et de parler du cinéma qu'on aime. Au bout d'un moment, je pense que si on fait de la bonne critique, si on descend un film, on le fait toujours au nom d'une idée d'un cinéma qu'on aime. Donc finalement, c'est quand même toujours un art d'aimer, comme disait Douchet. Mais par contre, c'est vraiment être enthousiaste sur le cinéma. C'était ça qui nous faisait vibrer. Donc on a choisi de plutôt s'atteler à parler du cinéma de patrimoine, ou par moment, quand un film nous paraissait complètement abscon. Je pense, l'exemple que je ressors toujours, c'est La guerre est déclarée de Valérie Donzelli, moi qui m'avait mis profondément en colère. Je détestais ce film, je le trouvais malhonnête. Et c'est un film qui avait eu qui avait bénéficié d'un très grand emballement critique, quoi. Et nous on se disait, mais en fait il y a un film qui est plutôt voisin de ça et qui est complètement déconsidéré, qui peut très bien faire un très bel écho pour montrer ce que n'arrive pas à faire La guerre déclarée, c'est L'huile de Lorenzo de George Miller. Donc on se disait, tiens, on va plutôt parler, en parlant de La guerre déclarée de Donzelli, on va parler de L'huile de Lorenzo de George Miller, et comme ça, par les lumières du passé, ou par des exemples tirés du cinéma de patrimoine, comme on dit, on pouvait parler d'un cinéma qu'on aime et éclairer un petit peu les lacunes du cinéma contemporain, quoi.
C'est super intéressant ce que tu dis, parce que c'est un problème qui perdure encore aujourd'hui, je trouve. Et là, tu as pris un exemple vraiment flagrant entre La guerre est déclarée, qui avait eu un retentissement, même, il y a eu le Festival de Cannes, tout ça, c'était assez admirable, et tout le monde, pratiquement tous, étaient pour ce film. Et donc, rares étaient les personnes qui étaient contre. Et ce qui était intéressant, c'était et en même temps, ce qui était encore plus fascinant, mais fascinant dans le sens négatif du terme, c'est que celles et ceux qui étaient contre, on ne les entendait pas forcément. On avait du mal à les entendre. Et j'ai cette impression, effectivement, que il y a toujours une espèce d'uniformisation comme ça dans la critique de cinéma. Et là, je parle beaucoup plus de la presse écrite sur certains films. Et c'est peut-être ça qui est assez perturbant. Et donc, je me dis que pourquoi. Et là, si je vais essayer de te contredire un petit peu, ce qui faisait la force durant cette période qui a été difficile pour vous, c'est qu'effectivement, vous étiez dans la subjectivité totale. Et ça peut être aussi extrêmement intéressant. Tu viens de citer Danet et Douchet qui sont remarquables dans la subjectivité. C'est vraiment des critiques qui disaient je, d'ailleurs, qui écrivaient je. Ils n'avaient aucun problème avec ça. Et, et cette subjectivité que vous aviez, mais je peux comprendre aussi que ça doit être épuisant au bout d'un certain temps de dire merde, là on voit que de la merde, pardon d'être aussi catégorique, mais ça peut être épuisant, je peux l'imaginer, mais en même temps vous aviez une force, c'était que vous étiez extrêmement subjectif et on savait à quoi s'attendre avec votre émission, donc voilà, je trouve que c'est un peu, je comprends et en même temps je trouve que c'est très contradictoire. C'est comme si c'était, ouais, il y a des résistants. Ouais, c'est juste que nous, moi j'étais content. Il y a de toute façon, il y a une jouissance à ne pas être comme tout le monde. Faut pas se leurrer. Enfin, je veux dire, on est content. Moi, j'étais content de ne pas aimer contre tout le monde. La guerre est déclarée, donc j'étais content d'essayer de dire pourquoi par les outils critiques. Quoi, ça c'est sûr. Et mais c'était juste cette sorte de monotonie de la haine et du côté un petit peu vieux con. Qui nous fatiguait tous les deux, et à un moment je me rappelle, on s'était retrouvés, on s'est dit bon bah là ouais on va encore répéter la même chose, quoi. On va encore dire on voit un cinéma qu'on nous vend comme complètement nouveau, mais qui est un cinéma hyper maniériste. Il y avait Honoré qui faisait ses films et tout ça, là on se dit mais voilà c'est bon, qu'on aime ou pas, mais voilà il y avait on retrouvait. Là, j'ai pas des arguments qui m'ont mais on retrouvait toujours on avait toujours des arguments qui revenaient sans arrêt, des arguments contre, et on se disait même dans notre bagage critique, finalement, on fait que de répéter la même chose. Donc c'était pas, ça nous intéressait pas, même si de toute façon, si on a été content, ouais, pour la guerre déclarée, mais il y en a eu d'autres comme ça, de dire du mal, quoi, d'être les seuls. Enfin, pas d'être les seuls parce qu'il y en a eu d'autres, mais c'est vrai, comme tu le dis, ils n'étaient pas très audibles, quoi. Malheureusement, oui. Mais et aujourd'hui, enfin, quels ont été pendant ces 15 années les retours de votre public, quoi, des auditrices et des auditeurs en général? Écoute, on a régulièrement des retours. Ça a été compliqué. Moi, je me rappelle que je sais que ça m'embêtait vachement. En fait, quand on a commencé, parce que nous, on est une émission de radio. Après, c'est vrai qu'on a tendance à la faire finalement comme un podcast, c'est-à-dire justement. Pas rubriqué, pas trop de musique. Nous, on utilise vachement les extraits de films, mais très peu la musique. Je me rappelle que quand on a commencé au début, moi, ça me faisait flipper de me dire, à l'époque, Canal B n'avait pas encore de plateforme de podcast. Et je me dis, mais en fait, on a fait cette émission-là tout pour une diffusion radio, et après, elle est perdue, quoi, en fait, quoi. Et je me dis, mais c'est pas possible. Il y avait déjà, je crois que Radio France avait déjà fait les podcasts. Moi, je me dis, mais il faut absolument que Canal B aille là-dedans. Et moi, je pense que notre émission, qui est relativement spécifique et qui peut s'adresser quand même à des gens qui ont une fibre cinéphile, elle peut intéresser des gens en dehors de Rennes, quoi. Donc en dehors du rayon FM de Canal B, donc ça me paraissait hyper important. Donc moi j'avais un peu milité pour ça. Au final on a été du coup à la base des retours au tout début, c'était uniquement les copains ou des gens, mais c'était très rare, quoi, des gens qu'on pouvait croiser dans la rue ou à des fêtes organisées par la radio. Et maintenant, c'est vrai que l'arrivée des réseaux sociaux a été, moi je trouve, hyper bien, parce que ça nous a permis de nous rendre compte qu'on parlait pas dans le vide, qu'il y avait des gens qui nous entendaient. À partir du moment où j'ai créé une page, le cinéma est mort, les comptes Twitter, d'un coup on voyait que les abonnés arrivaient, de temps en temps on avait des petits mots, et moi je sais que ouais, on a régulièrement des retours sur YouTube où ça commente un maximum.
où j'ai fini par mettre les émissions. Je m'estime pas du tout faire partie du YouTube Game ni rien. Moi, je mets les émissions sur YouTube juste parce que c'est la plateforme la plus utilisée au monde et que ça nous a permis de toute façon d'avoir des nouveaux auditeurs parce que les gens utilisent beaucoup ça et contrairement à moi. Et c'est vrai que moi, dans les premiers retours, je sais qu'ils me faisaient plaisir, c'était et qu'on a régulièrement, c'est je suis quasiment jamais d'accord avec vous, mais j'adore vous écouter. Moi, pour moi, en fait, c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire. Parce qu'à la limite, moi, quand on me dise j'adore parce que j'ai les mêmes goûts que vous, ça m'intéresse pas trop. En fait, c'est vraiment le truc. À partir du moment où on me dit voilà, j'adore vous écouter alors que je suis pas d'accord avec vous, je me dis ça veut dire que la parole critique fonctionne. Ça veut dire qu'il y a à la fois un ton qui peut plaire, qu'elle a une forme qui peut plaire, mais aussi une argumentation qui peut être fonctionnelle, c'est-à-dire qui peut apporter du grain à moudre à la réflexion de tout un chacun, même si on va pas aboutir aux mêmes conclusions, quoi. Mais donc du coup, on retourne, ouais, on en a jamais assez parce qu'on est narcissique, donc on a envie d'en avoir plein, mais ça a été quoi. Vous êtes 2 sur l'émission. Comment vous travaillez? Comment vous travaillez le conducteur d'une émission? Alors le problème, quand tu parlais de crises qu'on avait pu rencontrer, nous, en fait, on prépare, on est vraiment à l'impro, hein, plus ou moins quand même. Si on est relativement classique. Dans notre conducteur, genre si on va faire une émission sur dernièrement genre David Lean, on va la faire très chronologique, quoi. Et reprendre depuis le début, et tout en sachant que voilà, on va toujours commencer par une contextualisation personnelle de notre rapport au cinéaste, et puis après plutôt dérouler chronologiquement les choses. Donc ça, c'est le minimum syndical, j'ai envie de dire, mais maintenant on a une sorte de non pas de professionnalisme mais d'aisance à faire l'émission qu'au final on pourrait très bien parler 1 heure pour ne quasiment rien dire, en fait. Il y a eu une époque quand on a commencé l'émission, en fait, on se disait, mais en fait, 1 heure, on va jamais tenir. On va pas avoir assez de contenu. Quand je regarde les sommaires de nos précédentes émissions, je veux dire, on parlait de 6 films en 1 heure, mais maintenant, si on a un film, on va pouvoir en parler vachement. Ce qui est pas forcément une qualité, parce que des fois, c'est juste qu'on est capable de combler le vide avec du rien, quoi. On peut avoir ce truc-là. Mais sinon, pour revenir à ta question quand même de base, on travaille pas vraiment les conducteurs, plutôt rarement en fait, à part dans le cas d'un entretien où on va faire préparer des questions, mais on note chacun des idées qu'on a envie d'aborder et on se débrouille pour réussir à caser tout ça, quoi. Aujourd'hui, en 2021, il y a énormément de moyens pour questionner le cinéma. Il y a toujours la presse écrite, évidemment. Il y a aussi la radio. Il y a encore Internet, toujours les revues en ligne, les podcasts. Et maintenant, depuis quelques années, il y a aussi un autre événement qui s'est créé, qui est le YouTube Game. Et Querelle en fait partie, en gros. Et alors, déjà, première question, est-ce que tu n'as pas cessé de continuer à t'intéresser à la critique de cinéma dans la presse écrite et autres? Et surtout, la deuxième question, est-ce que tu as été un moment curieux de voir ce qui se passait? Qui étaient ces nouveaux... certains refusent le terme de critique de cinéma, d'autres l'acceptent. Donc, on va dire, cette manière de questionner le cinéma sur YouTube. Est-ce que tu as été curieux de voir ça et qu'est-ce que tu en penses? Oui, j'étais curieux et moi j'ai été même frappé à fond parce que moi j'ai 40 ans, j'estime pas, je suis pas du tout la tranche d'âge des gens qui ont grandi avec YouTube ou dont YouTube est un des médias favoris. Et je me rappelle très bien, mais la première fois où j'ai entendu parler, je sais plus comment, où j'ai entendu parler qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Durandal et qui faisait un gros succès, je me dis bah, c'est quoi ça? Puis j'ai regardé juste le compteur de vues de Durandal sur les vidéos qu'il faisait, je me dis mais c'est incroyable, c'est presque beaucoup plus que Le Masque et la Plume en fait. Et là je me suis rendu compte, en fait, je me suis pris un coup de vieux. En fait, je me suis dit en fait c'est complètement incroyable la césure, la césure générationnelle qu'il peut y avoir, quoi. C'est que tu dis, moi je suis toujours sur l'optique, c'est pareil, si tu écoutes nos émissions, tu sais que c'est un peu une sorte d'obsession chez nous de parler du rapport à la cinéphilie et de se dire que voilà, on sent bien que nous, dans notre environnement, on se rend bien compte que la cinéphilie, elle n'intéresse qu'une plus petite personne, c'est Toré qui disait ça, on n'a pas encore cité le nom, mais c'est évidemment moi le critique qui a ma préférence et qui a été hyper fondateur, Jean-Baptiste Toré, qui a été hyper fondateur pour moi.
et qui disait que voilà, il y a plus de classe moyenne du cinéma, et que maintenant la cinéphilie, elle n'intéresse qu'une petite classe de cinéphiles, mais que ça ne franchit pas ces barrières-là. Et à un moment, quand j'ai découvert YouTube, j'ai vu le nombre de gens qui officiaient là-dedans et qui commentaient et qui regardaient ces critiques-là. Je me suis dit, en fait, il y a quand même encore des gens qui écoutent un maximum. Et je dois dire, par contre, j'ai été à... Je vais pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, mais je vois rien. Je suis tombé dans tous les grands noms du YouTube Game sur aucune personne où je me suis dit putain c'est intéressant. À part des grands anciens style le Fossoyeur de film ou Karim Debache. Qui me paraissait faire un travail intéressant, même si je les suivais pas vraiment, je me disais mais il y a enfin, surtout du Randall ou d'autres, j'étais complètement halluciné de voir la pauvreté de pensée qu'il pouvait y avoir, des fois les erreurs factuelles qu'il pouvait y avoir. Et en fait, il y avait vraiment une césure où tu te disais, mais moi, viens d'une cinéphilie plutôt classique de la presse papier, j'ai fait les études de cinéma, donc je sais que le cinéma n'a pas commencé dans les années 80, tu sais que t'es un peu rien ne se crée ex nihilo, donc tu sais, tu as un rapport tu es capable de placer une œuvre dans une histoire du cinéma, de contextualiser. Là, je me disais, mais en fait, il y a un manque de culture cinématographique qui me paraissait hallucinant quand je regardais certaines vidéos. Je me disais, mais en fait, ils ne savent pas que ça existe, ils savent pas que John Ford existe, ils savent pas qu'il faut pas dire que Black Panther, c'est le premier film réalisé où il y a que des acteurs noirs. C'est pas possible de dire quelque chose comme ça quand il y a eu la Blaxploitation. Enfin, c'est passé à... Ouais. J'ai été, pour le peu que j'en ai vu, ça me tombe des yeux, vraiment. Il y avait une phrase comme ça de François Truffaut qui avait dit une fois un jour, un critique de cinéma qui parlera de mes films sans avoir peut-être jamais vu l'Aurore. Et Scorsese avait dit un jour, il y aura un critique qui parlera de mes films sans avoir jamais vu un film de Truffaut. Ouais. Et ah bah oui, carrément. Moi, je veux dire, un jour on sera jugé. C'était sa phrase exacte, c'est ça. Faut s'attendre à être jugé par des gens qui n'auront jamais vu l'Aurore de Murnau. Mais maintenant, c'est vrai qu'il faut s'attendre à être jugé par des gens qui n'auront jamais vu un film antérieur aux années 80, quoi. Et il y a vraiment de ça. C'est ça, exactement. Comment maintenant tu vois un peu, parce que vous êtes là depuis assez longtemps et c'est une force et ça peut être aussi un inconvénient parce que j'imagine que, comment dire, c'est peut-être pas forcément l'usure, mais quand on est là depuis un certain temps, il faut aussi penser peut-être à trouver d'autres manières de questionner le cinéma et en même temps ça fonctionne assez bien. Je continue encore de vous écouter personnellement, je trouve que ça fonctionne même très bien. Mais est-ce que parfois ça vous arrive de vous dire, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on change? Est-ce qu'on fait autrement? Ou est-ce qu'on reste sur notre vitesse de croisière? Écoute, on se le dit jamais vraiment formellement avec Étienne, mais je pense que quand il y a, à aucun moment on n'a pas envie, je crois, on n'a plus l'envie, ni Étienne ni moi, donc on continue. Parce que voilà, on a toujours l'envie, parce qu'on se dit tiens, parce qu'on a toujours des projets, on a toujours des cinéastes auxquels on a envie de consacrer des émissions. Là, on est avant le confinement, parce que ça fait 2 mois qu'on n'a pas pu vraiment enregistrer du fait du couvre-feu, du confinement, de l'arrivée d'un enfant, de notre travail, enfin du travail d'Étienne surtout, parce que moi je travaille dans un cinéma, donc c'est chômage total. Mais juste avant le confinement, on devait faire une spéciale Piala qu'on avait déjà fait il y a 15 ans, parce que moi Piala ça a été absolument fondamental dans ma vie de cinéphile, même découvert assez tard. Je comprends. Et c'est vrai que là il y a le gros bouquin sur Cassavetes qui sort, et nous souvent on a toujours notre petite mascotte qui est Mel Gibson, mais souvent nos 2 autres points cardinaux, ça va être Cassavetes pour Étienne principalement, et évidemment j'adore aussi, et Piala pour moi qui est vraiment fondamental et que Étienne adore aussi. Et là on a presque envie c'est pas de faire des remakes de nos précédentes émissions, parce que c'est des émissions consacrées à ces cinéastes-là, on en a fait il y a 15 ans, mais on aimerait bien leur consacrer
deux autres heures d'émission, et avec notre regard d'aujourd'hui, un peu plus notre culture d'aujourd'hui, notre regard de moi quarantenaire et de vieux trentenaire pour Étienne. Et donc je dis ces deux-là, mais il y en a plein d'autres en fait, parce que l'actualité d'édition de films, ou même de tous les films qu'on voit sur la loupe, que je sais que tu fréquentes, et tu es un collaborateur d'ailleurs, merci pour tes fichiers. On partage, on fait ce qu'on peut. Hein. Oui. Et il y a tellement des choses formidables, on se dit... ce qui est super, c'est qu'en fait le cinéma là pourrait s'arrêter de fournir des nouveautés. Je veux dire, l'histoire du cinéma elle est infinie, il y a toujours des nouvelles choses à découvrir, et donc du coup pour nous des nouvelles émissions à faire quoi. Et c'est vrai qu'en ce moment on se dit encore plus, oui, le cinéma, l'histoire du cinéma elle est en perpétuelle réécriture là-dessus quoi. Et ça c'est absolument je trouve passionnant, et nous, et je sais qu'on a envie de le partager. Je pense que Étienne penserait pareil. Lui, il voit finalement assez peu de nouveautés. Il regarde beaucoup de films plus anciens. Et c'est vrai que je pense qu'il a toujours envie de les partager. Et moi, j'ai toujours envie de partager ça aussi via notre émission. Mais en fait, le titre de votre émission, qui est en même temps un clin d'œil, tu disais, à Godard et puis ensuite à Danet, mais quand on se pose tranquillement et qu'on réfléchit un peu au titre de l'émission, c'est pas anodin, je veux dire, c'est vrai qu'il y avait les deux qu'on vient de citer, trouvaient qu'il y avait une manière de faire, de questionner la fiction, le documentaire, qui est en train de disparaître à l'époque où vous en parlez. Quand je t'écoute depuis 35 minutes, vous avez fini par arriver à cela, c'est-à-dire que vous mettez maintenant plus en avant une forme de cinéma qui... Il y avait par exemple la dernière émission que vous avez faite sur un bel ouvrage sur Massacre à la tronçonneuse, les films d'horreur. Votre invité, honte sur moi, faute professionnelle, je me souviens plus du nom de... Julien, voilà, qui disait quelque chose qui m'avait bien frappé. Il disait, en parlant de deux films d'horreur, il disait, si les historiens du cinéma refusent d'inclure ces deux films d'horreur, c'est qu'il y a un véritable problème. Et en fait, il a un peu défini votre émission, quoi. Ouais, et puis je pense qu'on en est un peu revenu de ça, mais c'est vrai que ça a évolué assez vite, hein, parce que donc toi, t'as 45 ans, t'as fait des études du cinéma. Je pense que si jamais toi t'avais découvert, si t'étais déjà familier d'un cinéma un peu plus bliss, un peu plus d'horreur à cette époque-là, et que t'allais à l'université en disant que t'aimais ça, toi encore plus que moi d'ailleurs, ça devait être une levée de bouclier, quoi. C'était compliqué. Alors que maintenant, il y a un changement de génération. Déjà, les profs qui sont à l'université, quand je parle pour Rennes où je suis. C'est des anciens, presque il y en a, c'est des anciens camarades de classe ou d'autres même plus jeunes. Clairement, eux, cette sorte de différenciation culturelle entre la haute culture et la basse culture, ça n'a plus aucun sens pour eux. Moi, je sais qu'on avait interviewé ce qui est bien et ce qui est pas bien aussi, parce que je sais que c'était Dionnet qui me parlait ça. On avait fait une interview avec Jean-Pierre Dionnet. Alors, j'arrive jamais à me rappeler s'il l'avait dit lors de l'interview qu'on avait faite de lui ou s'il l'avait dit ailleurs, mais il avait dit une chose que je trouve absolument géniale, c'est que Dionnet, pour ceux qui connaissent, c'est effectivement l'un des vrais passeurs, un des passeurs en France et ailleurs d'ailleurs les plus importants pour tout ce qui est de l'ordre de ce qu'on a appelé la contre-culture ou de la sous-culture, de dire voilà, il y a Psychose, c'est très bien, mais tous les enfants dégénérés de Psychose sont hyper intéressants aussi, toutes les slashers que ça a engendré, le cinéma bis italien, voilà, il y a des choses hyper intéressantes via les ciné-clubs qui l'animaient sur Canal+, via Métal Hurlant, via tout ça, il a passé vraiment ça. Mais et lui il disait, mais en fait, ce qui est terrible, c'est qu'on a valorisé à fond le western spaghetti, par exemple, et qu'il a voulu le défendre, qu'il a consacré sa vie à le défendre. Mais il disait, mais moi je faisais ça, mais je savais très bien qu'au fond de moi que John Ford c'était mieux. Ah oui, je comprends, oui. Et que, en fait, mais par contre, le problème, c'est que maintenant, le western spaghetti devient dominant, que le cinéma fantastique est dominant. Moi, je viens vraiment de la culture geek et tout ça, jeux de rôle et compagnie. Moi, tout ce qui était film de genre, ça a été ma passion et mon terrain cinéphile de prédilection. Et à l'époque, il n'y avait pas grand-chose à se foutre sous la dent.
Maintenant, on dirait que c'est quasiment devenu la norme, en fait. C'est presque la norme cinéphile de dire qu'on est fan de films d'horreur, fan de films de science-fiction, que tout ce qui était où il fallait regarder ça dans les toilettes à une époque, maintenant c'est complètement la culture dominante, en fait. Et après, c'est des changements aussi esthétiques, hein, mais Tarantino a fait beaucoup aussi pour ça. Mais Oui. vraiment le cinéma, comment dire, le cinéma bis, hein, et c'est vrai que c'est bien, ça déhiérarchise les choses, ça permet de repenser une histoire du cinéma, mais en même temps, la notion de classique, c'est hyper important. Et effectivement, Hawks, Ford, Hitchcock, voilà, Fritz Lang et compagnie, ça reste des points cardinaux absolument essentiels et auxquels il faut redonner une actualité dans la cinéphilie contemporaine. C'est une obligation. Il faut en passer par là. Un peu comme relire ces classiques et surtout leur redonner vie dans le sens où c'est pas du tout, faut pas que ça reste comme une vieille peinture qui est accrochée dans une salle, on sait qu'elle est là, on sait qu'elle est conservée, mais on va plus la regarder, quoi. Non, il faut les revoir, quoi. Nous, ça nous paraissait hyper important. J'avais interviewé dans l'émission Fait Croquer un jeune youtubeur qui, voilà, dans le même cadre que ce que l'on est en train de faire, Antonin, toi et moi. Et on a parlé un moment de Manque, donc le dernier film de David Fincher en date. Et lui-même avait fait une vidéo sur la sortie en streaming de Manque, et dans laquelle il disait, enfin il répétait inlassablement que pour pouvoir comprendre un peu Manque, non pas forcément la mise en scène, j'entends bien par là l'histoire, la narration, la contextualité, tout ça, il fallait absolument voir ou revoir Citizen Kane d'Orson Welles. Et donc pendant l'interview, je lui dis tiens, c'est ce qui m'a frappé, c'est non pas forcément que tu insistes sur le fait de revoir le film de Welles, mais ce qui m'a surtout frappé, c'est que tu n'aies pas fait de vidéo ensuite sur Citizen Kane. Et là, il a une réponse qui, comment dire, enfin, je veux dire, qui est intéressante parce qu'elle elle traduit aussi quelque chose. Et il disait, mais ça n'intéressera personne. Ouais, ça c'est le problème du YouTube Game. Ça, enfin, moi je me rappelle avoir écouté la table ronde que certains avaient fait. Je crois qu'il y avait Dirty Tommy, Film Talker, et puis Le CCU. Critique Masqué, Zoltan, ouais, ce qui s'appelle critique chez YouTube Cinéma Universe ou je sais pas quoi. C'est ça, ouais, c'est ça. Où il parlait un peu de la sorte d'opprobre dont il serait victime des médias critiques classiques, voilà, que le YouTube Game serait déconsidéré. Alors que même on sait que c'est eux les dominants au final, je trouve, moi. Mais il y en avait je crois que c'était le Critique Masqué, et c'est eux qui occupent le terrain de toute façon. Ça, il faut pas se leurrer, ils sont beaucoup plus regardés écoutés que moi, que toi, bah, voilà. Et par contre, il y en avait un qui disait, je crois que c'était le Critique Masqué, donc Zoltan, là, qui disait ouais, mais en fait c'est vrai que on devrait peut-être parler, faire découvrir un peu plus de choses ou aller sur un terrain sur lequel on ne nous entend pas. Et c'est vrai que la réponse, moi, je trouve ça dément, où ils étaient vraiment la tête sur le compteur de vues, quoi. C'est genre effectivement. Et nous, on le sait bien, même en faisant une émission. Si on fait une émission sur James Cameron, ça va être un carton. Si on fait une émission sur Jacques Becker, il y aura moins de monde. Mais après, il faut juste se poser la question de quoi on a envie de parler. On a autant envie de parler de James Cameron que de Jacques Becker. Voilà. Mais ce qui nous intéresse, c'est de vouloir transmettre quelque chose. Eux, t'as l'impression, et moi, c'est ce qui me navre. Enfin, moi, je trouve ça hallucinant qu'on puisse faire des vidéos juste de commentaires d'une bande-annonce ou je sais pas quoi, ou de parler, parce que le terrain sur lequel il s'exerce, c'est uniquement du cinéma de genre ou du cinéma, et principalement du cinéma américain de blockbuster, parce que c'est déjà des films majoritaires et sur lequel ils vont avoir une audience quasiment garantie. Et ça, je trouve que c'est la mort c'est la mort d'une des fonctions de la critique, ça. Zoltan ils avaient organisé une émission un jour dans laquelle Zoltan avait proposé, moi je trouve une idée vraiment géniale parce que toute simple. Zoltan avait dit, donc le Critique Masqué, Zoltan avait dit on va, imaginons que nous devons choisir un réalisateur par pays.
Et donc ils ont fait l'émission autour de ça et tout. Après c'est subjectif, donc par exemple Italie, ils sont cités tous, je crois. Matteo Garonne, bah, Nanni Moretti n'existe plus, des gens comme ça. Mais c'est subjectif, il faut accepter aussi ça. Moi, en tout cas, ne serait-ce qu'ancien critique de cinéma, je dois accepter aussi cette subjectivité, même si elle me rend dingue. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Et à la fin de l'émission, Zoltan avait dit un truc très intéressant. Il avait dit, je me suis aperçu que finalement, j'étais pas assez curieux. Parce que bien évidemment, par exemple, le continent africain n'existait pas. Il n'y a pas un seul pays issu du continent africain qui a été mentionné. Ouais. Bon, l'Égypte quand même, hein, une grande industrie de cinéma qui existe depuis très longtemps. Mais voilà. Et il avait dit ça et j'avais trouvé ça intéressant finalement de se remettre en question et de dire il faudrait peut-être que je sois un petit peu plus curieux. Et donc on sent quand même que c'est une question qui les taraude. Et certains. Les autres, je suis pas sûr. Ouais. En tout cas, Zoltan, effectivement, ça le travaille cette. Ouais. Donc bon. Okay. Mais après, ça c'est passionnant parce que même nous, je pense que nous, on est très polarisé cinéma français, cinéma américain. Je pense après, même le cinéma asiatique, finalement, on maîtrise moins, on va moins voir, à part la Corée éventuellement, parce qu'effectivement, la Corée a une grosse actu ces 10 dernières années, quoi. C'est presque le cinéma le plus vivace, quoi. Mais c'est vrai que moi je travaille dans un cinéma d'art essai, donc c'est des films auxquels je vois, mais sur lesquels j'ai moins les outils critiques parfois pour en parler. Moi je me le reproche à moi-même. C'est clair, je me dis mais on devrait largement plus à un moment aller être curieux, d'aller fouiller dans d'autres cinématographies. Je sais qu'en ce moment par exemple j'ai un camarade François Co du podcast Discordia qui lui fait un travail de défrichage sur le cinéma indien. Je lui dis ouais là ça doit être c'est hyper intéressant, encore plus du fait que les films ne sortent pas en France. Donc tu dis là c'est un vrai travail de défrichage critique. Il y a vraiment moyen de mettre en avant certaines choses. Le territoire est vierge de paroles critiques, surtout en France, pas en France quoi. Et ça me paraît des missions. Moi je pense qu'on par exemple autant on peut être assuré sur un cinéma de patrimoine, mais de gens déjà installés, qu'on essaye de faire revivre, autant en termes de curiosité, non, on a des leçons à prendre. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions. Just my rifle, pony and me.